Au chapitre de ce journal, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose se commémore chaque 24 mars. Cette année, le programme national de lutte contre la tuberculose a organisé une série d'activités. Le maire de Diawala et son conseil municipal ont initié une rupture collective de jeunes avec les ressortissants de la commune vivant à Abidjan. Nous parlerons des fidèles musulmans qui ont pris d'assaut les mosquées pour célébrer cette nuit de prière importante qui marque le 27e jour du mois béni du Ramadan. Et les organisations de défense des droits de la femme et le réseau du projet FENA se sont retrouvés à Niakara pour sensibiliser leurs sœurs à plus d'inclusion dans le domaine financier. On en parle tout à l'heure dans ce journal. Bienvenue à tous et vous suivez le journal sur Business 24 Africa. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose se commémore chaque 24 mars. Et cette année, le programme national de lutte contre la tuberculose n'a pas dérogé à la règle. Il a organisé du 22 au 26 mars une série d'activités allant des séances de sensibilisation au dépistage dans la région de Songon. Ces journées dont le thème était « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose » ont été le moment choisi par le collectif des organisations de lutte contre la tuberculose pour lancer un plaidoyer au gouvernement pour l'éradication de cette maladie. Le reportage est signé Philippe Zabo. Ce sont les populations des villages de Songon Abiaté 2, Songon Agban, Songon Mbraté et Songon Dagbe qui ont bénéficié des séances de sensibilisation et de dépistage gratuits à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Durant 5 jours, le programme national de lutte contre la tuberculose et le collectif des organisations de lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires ont sensibilisé les populations à travers des films et ont appelé le gouvernement de Côte d'Ivoire à accroître son soutien financier à la lutte contre cette ancienne maladie. Malgré les efforts consentis, il y a encore 13 000 cas manquants de tuberculose. Aujourd'hui, il est temps, monsieur le représentant du ministre, de revoir à la hausse l'appui budgétaire octroyé à la lutte contre la tuberculose. Oui, nous sommes la pandémie la plus pauvre dans les subventions et nous comptons sur vous, monsieur le président du ministre, pour en parler au ministre pour qu'on puisse faire un plaidoyer pour la mobilisation des ressources domestiques. Quant aux représentants du ministre de la Santé, après avoir écouté le plaidoyer des acteurs œuvrant pour l'éradication de la tuberculose en Côte d'Ivoire, il les a exhortés à plus d'abnégation pour l'éradiquer à l'horizon 2030. Ce combat est nécessaire car malgré les efforts soutenus du gouvernement, des acteurs de santé et des partenaires, l'incidence de la maladie en 2022 reste élevée à 123 cas pour 100 000 habitants. La tuberculose tue environ 1600 de nos compatriotes chaque année. Elle demeure ainsi la première maladie meurtrière causée par un agent infectieux unique dans le pays. Toutefois, il est important de savoir que le pays a accompli de nombreux efforts ces dernières années. Il s'agit, entre autres, du renforcement de la décentralisation qui atteint 368 centres de prise en charge en 2023. Des acteurs de la lutte contre cette maladie à la retraite ont été distingués, marquant ainsi la fin de la 29e journée mondiale de lutte contre la tuberculose à Songon. Le directeur général de l'ONESI a procédé ce lundi à la remise officielle des supports numériques de l'état civil de la commune de Grand-Bassam. En présence de son premier magistrat, l'opération a permis de sécuriser plus de 100 000 documents appartenant à la commune. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Nicolas Angwa. C'était ça. Avec voilà. De l'ancienne version à la nouvelle version. Voilà. Là, c'est la modernisation. Merci. Voici le geste qui symbolise toute la cérémonie de ce jour. Le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, ONESI, remettant le coffret du support numérique de l'état civil au maire de la commune de Grand-Bassam. Tous les registres de naissance, de mariage, de décès en souffrance dans la salle des archives de la mairie ont été entièrement numérisés par les soins de l'ONESI. Les registres d'état civil, qu'il s'agisse de ceux détenus par les services d'état civil ou par les archives, sont manipulés
et leur conservation est un enjeu. De ce point de vue, la numérisation était une priorité et une aubaine technique qui répond parfaitement à cet impératif. Ces registres et les données qu'ils contiennent doivent être conservés dans des conditions garantissant leur sécurité, confidentialité, intégrité et disponibilité. Grâce à l'ONESI, tous les registres sont désormais en sécurité ici. On a même trouvé des registres qui datent des années 1800. Donc l'entièreté des registres de la mairie de Grand-Bassam, y compris même de la sous-préfecture de Grand-Bassam qui était de tout ça, ont été déjà numérisés. Et avec maintenant le logiciel national de l'état civil, les nouveaux actes sont intégrés directement dans le logiciel. Donc nous sommes sûrs d'avoir une complétude en ce qui concerne l'état civil à Grand-Bassam. La remise du support numérique à la mairie de Grand-Bassam a été saluée par son premier magistrat. Nous sommes ravis d'avoir été retenus pour la phase pilote. Les bénéfices sont nombreux pour notre ville. D'abord un renforcement des capacités des agents de l'état civil, une familiarisation aux nouvelles technologies. Ensuite, ça nous permet d'avoir une plus grande célérité, une plus grande efficacité dans le service aux usagers. Aujourd'hui à Grand-Bassam, les actes d'état civil sont délivrés dans un délai maximum d'1 heure. En plus de leur conservation, la numérisation des registres par les services de l'état civil permet une délivrance des actes plus rapides. Après cette phase, l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire annonce la phase de la digitalisation. Et à la veille de la fête de Ramadan, le maire de Diawala et son conseil municipal ont organisé ce samedi dernier une rupture collective de jeûne avec les ressortissants de la commune vivant à Abidjan. Cette 4e édition de cet événement a permis au maire Ouattara Mamadou d'inviter ses administrés à la cohésion et au partage pour le développement de Diawala, nous témoignent Konina Norgo et Richard Akeke. Convivialité, fraternité, cohésion et partage. C'est dans cet esprit que s'est déroulée cette 4e édition de la rupture collective du maire de Diawala et de son conseil municipal, tenue à Abidjan-Abobo le samedi 7 avril 2024, correspondant au 27e jour du mois béni de Ramadan. Autour du maire Ouattara Mamadou, les cadres de la commune, les ressortissants de Diawala à Abidjan, mais également étendus aux ressortissants de la région du Tchologo. Vous savez, le mois de Ramadan, c'est un mois de pardon, un mois de cohésion, un mois de partage. Alors, nous sommes des agents de développement. Nous avons toujours besoin des bénédictions de nos parents. Parce qu'on ne peut pas avoir les moyens dont on a besoin pour pouvoir développer le village. On a obligatoirement besoin des appuis des uns des autres. Peut-être même du président de la République, de nos aînés, comme par exemple le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Breman Ouattara, par ailleurs président du Conseil régional du Québec. Non, je dois d'abord dire que M. le ministre est disposé à accompagner d'abord la Côte d'Ivoire entier, mais surtout le Tchologo et le département de Wangolo. Cette rupture collective a aussi donné l'occasion au maire Ouattara Mamadou de rassurer ses administrés quant à sa volonté à œuvrer pour le développement de la commune. On dit sans paix, sans cohésion, sans paix, il n'y a pas de développement. C'est ce que vous voyez. Donc aujourd'hui, tout ce que nous demandons à nos populations, à nos parents, d'être unis. Et il faut que les frères et sœurs comprennent que malgré les fautes des frères et sœurs, il faut qu'on soit capable de pardonner. Quand on pardonne, on est plus grand. Quand on pardonne, on est plus fort. Après la prière de 19h, le maire et ses invités ont partagé un repas avant de se séparer dans la fraternité, la convivialité, gage de renforcement des liens entre les filles et fils de Diawala. La nuit du destin a été célébrée en Côte d'Ivoire. À cet effet, les fidèles musulmans ont pris d'assaut les mosquées pour célébrer cette nuit de prière importante qui marque le 27e jour du mois béni de Ramadan. Le point avec Sandrine Kwame, Richard Akeke, commenté par Diane Kablancan.
La nuit du 26e jour du mois béni de Ramadan, connue sous le nom de la nuit du destin, a été célébrée par les fidèles musulmans de la mosquée Aboubakar Siddiq du kilomètre 17. Ces croyants musulmans ont pris part à la symphonie récitale des versets coraniques, des conseils et bénédictions de l'imam central de la mosquée. La seule prière d'aujourd'hui, à la valeur de 83 ans. Donc c'est ça on dit, ni du destin. Il y en a qui font des prières, qui rentrent dans les mosquées, qui font des prières sur la foi. Il y en a, ils vont dans les coins de bref, c'est ce qu'on est en train de faire. Prêcher, donner conseil à les gens. On n'est qu'à faire ça. Ça là n'est pas bon. Ça peut gâter ton carême. Comment un musulman ou l'être humain doit se comporter avec son prochain. Tu as jeûné pendant 26 jours. Et on te dit, voici cette nuit. Il y a beaucoup de mérites, de bénédictions dans les jours de Laylatul Qadr. Mais si tu es un croyant, toi-même tu dois demander à Dieu de te donner la force de faire tes prières. Une nuit de prière équivaut à 1000 mois de prière, dont 83 années, qu'un bon croyant musulman doit respecter pour bénéficier des mérites et bénédictions du mois béni de Ramadan. Nous sommes dans une situation aujourd'hui qui mérite beaucoup d'interventions et beaucoup de bénédictions. Malgré la chaleur que nous avons vécue, malgré les moments difficiles de la rupture, nous avons tenu et avec la grâce de Dieu, nous sommes en train de partir à la fin du mois de carême. Alors pour nous les musulmans, nous disons toujours merci à Dieu et nous remercions nos oustads parce que les oustads sont comme une croix de transmission entre les fidèles et Dieu. Dans le calendrier islamique, la nuit du destin représente l'un des moments les plus sacrés et spirituellement significatifs. Les femmes continuent de se mobiliser pour la promotion de leurs droits à travers la journée qui leur est dédiée chaque année. À cet effet, les organisations de défense des droits de la femme et le réseau du projet FENA, Femmes en avant, se sont retrouvés à Niakara pour sensibiliser leurs sœurs à plus d'inclusion dans le domaine financier afin de mieux développer leur activité. Emmanuel Bonzo. Cette année, la célébration des droits de la femme s'articule autour de l'éradication de leur pauvreté et l'investissement dans leur futur. Dans ce cadre, des organisations de défense des droits de la femme et les réseaux FENA, Femmes en avant, ont porté le message de l'inclusion financière aux femmes du département de Niakara. À travers un panel, elles ont été enseignées sur l'importance de développer les associations de valorisation d'entraide communautaire, en abrégé AVEC. Une approche financière inclusive et participative développée à travers le thème « Les défis liés à l'investissement et à l'autonomisation économique des associations des femmes ». Que les femmes prennent conscience qu'elles ont de la valeur, qu'elles se mettent ensemble, puisqu'on a dit investir dans le futur des femmes. Donc, il faudrait que ça commence par elles-mêmes. Et comme le message est fort, nous sommes là pour renforcer cette sensibilisation-là, pour dire aux femmes qu'elles ont de la valeur, qu'elles peuvent se mettre ensemble, créer quelque chose, se donner elles-mêmes un avenir meilleur. Et nous parlons aujourd'hui de concept d'AVEC. Nous leur demandons de vraiment s'investir là-dedans, de vraiment essayer parce que c'est quelque chose de porteur. C'est donc un droit dont doit bénéficier la femme pour l'accompagner dans ses initiatives de prise en charge et de contribution à l'évolution de la société. Les AVEC constituent à cet effet de réelles opportunités qu'elles entendent saisir pour développer leurs activités. Elles sont encouragées dans ce sens par les autorités administratives du département de Niakara. L'éradication de la pauvreté au niveau des femmes et leur autonomisation passe d'abord par d'importants financements de projets, mais aussi par la promotion et le respect de tous leurs droits, surtout la ferme volonté des femmes de changer elles-mêmes leurs conditions de vie. D'habitude, on fait les associations, on dit on n'a pas les moyens pour commencer quelque chose. Mais aujourd'hui, de manière qu'ils sont venus nous expliquer, on voit clairement que nous-mêmes, on peut se battre pour commencer notre association, pour qu'on puisse s'en sortir, pour prendre nos enfants en charge. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme à Niakara a été une occasion pour les ODDF en collaboration avec CARE International et Affaires mondiales Canada de rappeler les acquis et encourager la gente féminine à poursuivre la lutte pour l'amélioration de leurs conditions.
À l'instar des autres conseils de sous-préfecture du pays, celui de Bondoukou a été installé en présence des élus, des cadres et des populations de la sous-préfecture et sera présidé par le sous-préfet central de Bondoukou. Cette cérémonie s'est tenue en présence de Anissé Kouadio, notre correspondant, qui nous fait le compte-rendu. Salle de conférence de la préfecture de Bondoukou. Ici se tient la cérémonie de la toute première session du conseil de sous-préfecture de Bondoukou, dont tous les membres du dit conseil ont été présentés aux autorités et aux personnalités, et sera dirigé par Laurent Son, qui est le 50e sous-préfet de Bondoukou. Le conseil de sous-préfecture traduit bel et bien les nouvelles exigences de la gouvernance locale et réorganise le fonctionnement des conseils de sous-préfecture en vue de renforcer leur capacité d'action et d'accélérer le développement local. Ce conseil de sous-préfecture est composé des représentants des différentes couches socio-professionnelles et c'est un cadre de concertation, d'échange essentiel à une gestion participative et inclusive de tous les acteurs de la circonscription, instruit sur les orientations, la politique et les stratégies à mettre en place et qui prend en compte toutes les préoccupations et les besoins exprimés par les populations. Pour nous, chefs traditionnels, je crois que c'est une belle œuvre qui est mise en place pour permettre à tout un chacun d'exposer ses entendements, de donner ses inquiétudes et de permettre à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider à faire le développement de nos différents villages. Nous pensons que cet outil-là est un outil de développement parce que ce conseil va aider à résoudre pas mal de problèmes dans les villages et aussi au niveau de la sous-préfecture. Nous pensons que c'est une très bonne chose et nous saluons cela. L'installation de ce conseil de sous-préfecture traduit les nouvelles exigences des autorités ivoiriennes en vue de réorganiser la gouvernance locale et son fonctionnement et veut aussi renforcer les capacités d'action et accélérer le développement local. Il s'agit essentiellement de forces vives de chaque circonscription administrative capables de débattre de façon sereine et constructive des problèmes de développement de leur région et d'aider le sous-préfet dans la mise en œuvre des décisions et politiques gouvernementales. Notons que le conseil de sous-préfecture peut se prononcer sur toutes les questions d'intérêt concernant la circonscription. Ce conseil comprend des membres de droit et des membres désignés, dont leur mandat est renouvelé tous les 3 ans au mois de janvier et peut être reconduit indéfiniment. Et ce conseil de sous-préfecture est présidé par le sous-préfet de la localité. L'adduction en eau potable de la ville, le reprofilage des voies, l'éducation, la santé, la culture figurent au rang des priorités du nouveau maire de Ziaounien, Do Médard. Le maire a saisi l'occasion pour remercier les responsables de la SMI pour leur contribution au développement de la localité. Théodore Kanga. Do Médard, nouveau maire de Ziaounien, a dressé lors d'un entretien le bilan succinct des activités menées à la tête de la commune en seulement 3 mois. Il a également défini ses priorités pour le développement de cette ville minière. Nous suivons notre thématique tranquillement, calmement, objectivement. Nous avons commencé donc par la cohésion qui s'est manifestée concrètement par notre investiture, qui a vu la participation de toutes les couches de notre Zouounien. À Zouounien, tout est prioritaire, mais on a misé d'abord sur le cadre de vie. Le cadre de vie, essayer de donner une nouvelle manière de respirer, j'ai envie de dire, des bouffées d'oxygène pour Zouaouniens en s'appuyant sur notre partenaire premier à qui je dis grand merci encore, la Société des mines d'Iti, qui nous a permis de remettre un peu une certaine couleur dans la ville. Le premier magistrat de la commune a dit son vœu de voir la ville de Zouaounien bénéficier de bitumage. Les promesses qui sont faites pour nos routes, il y a des possibilités qu'on ait du bitume à Zouaounien d'ici 1 an, j'espère. Et cela relève, comme je disais tout à l'heure, de l'État. Déjà, vous êtes très heureux de rouler sans problème, et je remercie le gouvernement pour cela. Depuis Abidjan jusqu'à Zouaounien, vous roulez sans un problème quelconque de la route. La route est totalement impeccable. Donc je demande à tous ceux qui veulent découvrir le pont de Liane de ne plus avoir peur. La route est bonne. Nos chansonniers, venez voir comment nous racontons nos histoires les soirs à nos enfants. Venez voir l'éducation de nos mamans. Nous méritons, nous aussi, d'enclencher ce développement. Malgré que Zouaounien abrite la première grande mine d'or de Côte d'Ivoire, cette ville ne reflète pas l'image d'une ville minière. Pourtant, la plus grande quantité d'or du pays provient de cette localité.
Depuis 4 années, le maire Soumaïla Diarra-Souba, maire de Tengrela, comble les démunis en ce mois de Ramadan. Cette année, il vient de parcourir tout le département pour la distribution des vivres et non-vivres aux chrétiens, musulmans ainsi qu'aux personnes vulnérables. Au total, c'est 12 tonnes qui ont été distribuées, composées de riz, de sucre et des pâtes alimentaires, ainsi que 500 courants aux musulmans. Ouattara Daouda. Au total, ce sont 12 tonnes de vivres et de non-vivres, composés de riz, de sucre et de pâtes alimentaires, que le maire de Tengrela Soumaïla Diarra-Souba vient de dispatcher dans le département aux 2 communautés musulmanes et chrétiennes, ainsi que les démunis. Le premier jour a consisté à sillonner les démunis et les mosquées du département. Le 3e jour, les sous-préfectures, les communes sœurs, ont reçu le maire Soumaïla Diarra-Souba et le 4e jour, les églises du département afin de soulager toutes les composantes de la population pendant ce mois de carême et de jeûne. Ramadan Solidarité que nous avons lancé il y a effectivement 4 ans. Aujourd'hui, nous avons étendu l'opération sur les 53 villages du département de Tengrela pour soutenir nos frères religieux, musulmans comme chrétiens, comme c'est en même temps la période de carême des musulmans et des chrétiens. Pour nous, il est nécessaire de soutenir toutes ces communautés, de s'accompagner à vivre ce moment de façon paisible. C'est un homme de bon cœur, parce qu'avant qu'il ne soit maire, il venait à nous. Et il aimait, il est encore avec nous. Effectivement, ça vient à point nommé parce qu'il y a des démunis parmi nous. Vraiment, ça va faire un grand pas et ça va faciliter aussi aux musulmans de terminer le mois de carême. En plus des vivres et des non-vivres, 500 Corans ont été distribués dans les mosquées, dans toutes les localités sillonnées. En images, à présent, la Guinée bénéficiera de 307 millions de dollars de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour financer des projets de développement. Selon les autorités guinéennes, ce financement est le fruit d'un accord signé avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO en marge du forum sur les investissements qui s'est tenu au Togo du 4 au 5 avril 2024. Il sera affecté à des projets dans les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, des mines et du transport. Et voilà qui met un terme à cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur la télé utile.